Le massacre des tirailleurs sénégalais a été commémoré ce dimanche au Sénégal. 80 ans après la tragédie de Thiaroye, les circonstances qui l'entourent restent encore floues. Selon les autorités françaises d'alors, ce qui s'était passé à Thiaroye était une mutinerie découlant d'un non-paiement de salaire aux tirailleurs. Le 28 novembre 2024, le président français Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au président sénégalais, a reconnu officiellement le massacre des soldats africains dans le camp de Thiaroye au Sénégal. 1er décembre 1944, alors que des soldats ouest-africains désignés par tirailleurs sénégalais réclamèrent leur salaire après la participation à la Seconde Guerre mondiale dans le compte de la France, l'armée française a ouvert le feu. Le bilan reste jusqu'à ce jour inconnu. Selon les sources françaises, 35 soldats étaient tombés le jour-là. D'autres rapports, toujours de l'armée française, feront état plus tard de 70 morts. Mais pour nombre d'historiens, les soldats tombés avoisineraient les 400. Une estimation en proportion avec le nombre de soldats présents dans le camp le jour du massacre. Le cimetière dans lequel ils sont censés être enterrés, toutes les tombes sont anonymes et l'emplacement exact des dépouilles est inconnu. Au Togo, cette commémoration a fait réagir les associations de la société civile. Le mouvement Martin Luther King exige des excuses publiques officielles de la France. Des réparations doivent aussi être envisagées pour les préjudices subis par les familles des tirailleurs. Le mouvement Martin Luther King appelle aussi à la divulgation complète des archives relatives au massacre pour le rétablissement de la vérité historique. Les exportations togolaises ont encore connu une hausse au cours du troisième trimestre de l'année 2024. Les exportations se sont élevées à plus de 213 milliards de francs CFA selon le récent bulletin trimestriel des statistiques du commerce international des marchandises. Au troisième trimestre de l'année 2023, les exportations du Togo n'avaient pas pu franchir la barre des 200 milliards. Dans le compte des importations togolaises, le Togo a dépensé plus de 500 milliards au cours de ce troisième trimestre, quand au cours de la même période de 2023, les importations tournaient autour de 400 milliards. Si les échanges ont évolué en exportation comme en importation, cela n'a pas empêché le pays de réaliser un solde commercial déficitaire de près de 300 milliards de francs CFA. Au cours du troisième trimestre 2024, les exportations togolaises ont été essentiellement dominées par du phosphate, des huiles de pétrole, des sacs, sachets, pochettes et cornets en matière plastique. Quant aux importations, elles sont dominées par les huiles minéraux bitumeux, les véhicules à moteur pour le transport des personnes et les médicaments. L'Inde demeure le premier client du Togo avec une part de 20,1% des exportations du trimestre. Elle est suivie du Burkina Faso avec une part relative de 13,7% des exportations. Parlant des fournisseurs du Togo, la Chine caracole en tête, viennent ensuite la Russie et la France. Le rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde au cours de l'année 2023, réalisé par le département d'État américain, est déjà disponible. Dans ce rapport, la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 au Togo a été mentionnée. En effet, en début d'année 2023, la Cour des comptes avait publié son rapport faisant état d'irrégularités importantes dans la gestion des fonds de la lutte contre la COVID-19. Selon le département d'État américain, ce rapport de la Cour des comptes avait pointé du doigt plusieurs structures et institutions gouvernementales, notamment la primature, les ministères de l'économie numérique, de la santé et du commerce, entre autres, ainsi que le Comité national de coordination pour la gestion de la riposte à la COVID-19. Concernant le ministère de l'économie numérique, il a été identifié dans le rapport comme responsable de la mauvaise gestion de plus de 13 milliards de francs CFA et le refus de coopérer avec les auditeurs. Ce qui signifie, selon le département d'État américain, que la corruption est érigée en système au Togo. Autrement dit, la corruption dans le pays s'est amplifiée et est devenue une réalité qui mine la vie sociale, économique et politique.
Malgré les progrès significatifs pour lutter contre le VIH depuis sa découverte en 1983, aucun vaccin n'a encore été mis au point contre le virus qui touche des millions de personnes dans le monde. Par contre, le dernier rapport du Programme des Nations Unies sur le sida ONU-SIDA dresse un constat aussi optimiste qu'alarmant sur l'avancée de la lutte contre le VIH. En effet, selon le rapport, 77% des personnes vivant avec la maladie étaient sous traitement en 2023 et pour la première fois, le plus grand nombre de nouvelles infections n'a pas été enregistré en Afrique subsaharienne. De façon générale, dans le monde, sur les 39 millions de personnes vivant avec le VIH, près d'un quart, soit 9,3 millions, ne reçoivent pas de traitement viral, ce qui se traduit par un décès des causes du sida par minute. Toutefois, l'ONU-SIDA montre que la pandémie peut prendre fin d'ici 2030 à condition que les leaders renforcent les ressources et protègent les droits humains. Par ailleurs, ici au Togo, la prévalence du VIH chez les personnes de 15 à 49 ans est de 1,6%. 105 000 personnes vivent avec la maladie. Le président des États-Unis entame une tournée africaine en Angola cette semaine. Joe Biden en avait fait une priorité majeure de sa gouvernance, un voyage officiel en Afrique. Par ailleurs, le choix de l'Angola n'est pas fortuit. Il s'agira pour le chef de l'État américain de relancer les chantiers du corridor Lobito. Ce projet pharaonique et stratégique de chemin de fer est censé relier par train la RDC et ses importantes ressources minières à la côte atlantique en Angola, en passant par la Zambie. Il est financé par les États-Unis et l'Union européenne dans le but de contrer la percée chinoise dans cette partie du continent. Le périple de Joe Biden débute ce lundi pour 3 jours en Angola, mais l'avenir du projet Lobito et toute autre évolution de la politique américaine sur le continent, avec ses 1,4 milliard d'habitants, dépendent désormais de l'administration entrante de Donald Trump. En Syrie, des frappes aériennes menées par le gouvernement ont causé la mort d'au moins 4 civils et fait 54 blessés dans la ville d'Idlib. C'est ce qu'a rapporté la défense civile syrienne, plus connue sous le nom de Casque Blanc, active dans la région. Idlib est un bastion rebelle situé à proximité de la province de Hama, à environ 65 km au sud-est d'Alep. L'armée syrienne a déployé des renforts dimanche pour tenter de freiner l'avancée des insurgés dans la campagne de Hama. Ces derniers avaient surpris les forces gouvernementales en prenant le contrôle d'Alep et de sites stratégiques environnants lors d'une offensive éclair. Menés par Ayat Tahir al-Sham, les insurgés ont conquis une grande partie d'Alep samedi, affirmant par la suite être entrés dans la ville de Hama. Selon le colonel Hassan Abdulghani, un commandant des rebelles, ils ont également pris le contrôle de Chernajar, la ville industrielle d'Alep, ainsi que de l'académie militaire et de l'école d'artillerie. La plus haute juridiction de l'ONU a ouvert lundi à La Haye des audiences historiques pour définir les obligations juridiques des États face au changement climatique et soutenir les nations vulnérables dans leur lutte contre ses effets. Les militants espèrent que l'avis de la CIJ aura un impact juridique majeur dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, certains craignent que cette demande d'avis consultatif, bien que soutenue par l'ONU, a un impact limité et que la décision de la Cour prenne des mois, voire des années. Les débats dureront 2 semaines devant 15 juges. Ces audiences interviennent après des années de lobbying des nations insulaires menacées par la montée des eaux. L'année dernière, l'Assemblée générale de l'ONU avait demandé à la Cour internationale de justice d'émettre un avis sur les obligations des États face au changement climatique. Les débats au Palais de la Paix font suite à la conclusion d'un accord climatique lors de la COP29. Cet accord prévoit que les pays qui émettent le plus de CO2 fournissent au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour financer la lutte contre le changement climatique. Cependant, l'accord final n'a pas mentionné l'abandon des énergies fossiles. Portraits photographiques, peintures, installations, vidéos et sculptures. Au moins 26 œuvres meublent l'exposition La taille de l'Afrique
organisée en Allemagne. Pendant 9 mois donc, elle se propose d'élargir la compréhension de l'Afrique à travers l'art et l'histoire culturelle, alors que le regard porté sur le continent est trop souvent riche en stéréotypes. Nous sous-estimons le rôle de l'Afrique dans l'histoire et sa propre histoire avant le colonialisme. Tout cela fait partie de cette exposition et c'est ce que nous voulons montrer, à quel point l'influence des Africains a été grande parce qu'ils ont été forcés de quitter l'Afrique. Ils ont également répandu la culture et beaucoup de musique et de danse que nous connaissons aujourd'hui sont d'origine afro-mondiale. Nigeria, Ghana, Sénégal, Namibie, Afrique du Sud, République démocratique du Congo et autres, les artistes de l'exposition viennent de tout le continent. Dans l'est de mon pays, on tue les gens pour récupérer des coltans, pour faire des appareils électroniques. Et après les déchets, on nous ramène là-bas au Congo. Donc le monde, il faut qu'il soit censé à savoir ça. Et tant qu'artiste, de ma manière, pour moi, j'essaie un peu de véhiculer les messages dans les astronautes. Des œuvres d'artistes ayant des racines africaines, notamment cubaines et britanniques, sont également exposées. L'esclavage ayant permis la propagation de la culture africaine. La véritable taille de l'Afrique n'est pas seulement le continent sous le prisme géographique, mais aussi son expansion dans d'autres endroits du monde, les Amériques, les Caraïbes, l'Europe. Pour moi, c'est donc comme une grande famille à travers le monde. Bien malin donc, qui pourrait définir la taille de l'Afrique, alors que sa tête incarne ici le globe terrestre. À Monaco, les World Athlete of the Year Awards ont récompensé Letsile Tebogo et Sifan Hassan pour leur exploit exceptionnel. Tebogo, champion olympique et détenteur du record africain du 200 mètres, a été nommé dimanche athlète masculin sur piste de l'année. C'est une sensation extraordinaire. C'est agréable de savoir que tout ce que vous avez investi au cours de l'année porte enfin ses fruits. De son côté, Sifan Hassan a remporté le titre d'athlète mondial de l'année après son incroyable victoire au marathon de Paris. Merci à mes fans et à tous ceux qui ont voté. Je n'aurais jamais imaginé gagner ce titre, surtout après une année aussi folle. Je n'étais pas la seule, tous les athlètes sont extraordinaires et c'est pour cela que je ne pensais pas gagner. Je suis très reconnaissante pour cette année, surtout pour le marathon à Paris et cette ligne d'arrivée. Avec son triomphe à Paris 2024 et sa victoire au marathon, Letsile Tebogo du Botswana et la néerlandaise Sifan Hassan marquent de leur empreinte l'athlétisme mondial et continuent d'inspirer la prochaine génération d'athlètes.